Je soutiens qu'il existe une ironie cruelle dans la manière dont le pouvoir se retourne parfois contre ceux qui cherchent à l'accumuler sans limite. Un président qui multiplie les déclarations d'urgence pour contourner le Congrès finit par révéler sa propre faiblesse institutionnelle. Chaque nouvelle urgence proclamée devient une preuve supplémentaire qu'il ne peut pas gouverner par les voies ordinaires, qu'il dépend de mesures exceptionnelles pour compenser son incapacité à convaincre, négocier et construire des coalitions. Et paradoxalement, au moment même où cette faiblesse devient visible, où les sénateurs de son propre parti commencent enfin à réagir, ils le font avec une timidité qui risque de transformer leur résistance en simple théâtre politique. Car si l'excès de pouvoir présidentiel est un danger pour la République, l'excès de prudence parlementaire en est un autre, tout aussi grave. Cette double dynamique, un président qui s'affaiblit en cherchant à se renforcer et des législateurs qui hésitent au moment même où l'action devient nécessaire, définit le moment constitutionnel que traversent les États-Unis. Ce n'est pas une bataille entre deux visions claires de la gouvernance. C'est une confusion stratégique où chaque camp commet des erreurs symétriques, créant une situation où personne ne gagne vraiment, mais où les institutions perdent inévitablement. L'opinion publique interprète généralement la multiplication des déclarations d'urgence comme un signe de force présidentielle, un leader déterminé qui refuse de se laisser bloquer par une bureaucratie sclérosée qui agit rapidement face aux menaces. Cette lecture correspond au récit que l'administration elle-même cherche à imposer. Un président protégeant la nation contre des dangers que les politiciens ordinaires refusent de voir. Mais cette lecture inverse la réalité institutionnelle, car dans le système américain, un président qui doit constamment déclarer l'urgence pour obtenir ce qu'il veut n'est pas un président fort. C'est un président qui a échoué à convaincre le Congrès, qui ne peut pas construire de majorité législative durable et qui compense cette impuissance par des déclarations spectaculaires. Chaque urgence devient ainsi l'aveu d'un échec politique. Et c'est précisément ce que les sénateurs républicains ont commencé à comprendre, même s'ils l'expriment rarement aussi directement. Lorsqu'ils votent pour restreindre les pouvoirs de guerre, lorsqu'ils questionnent la légitimité des urgences économiques, ils ne trahissent pas leur président. Ils reconnaissent publiquement ce que tout le monde sait en privé, que cette accumulation d'urgences n'est pas un signe de leadership, mais de désorganisation stratégique. Mais cette reconnaissance arrive avec un délai tragique. Des années ont passé pendant lesquelles ces mêmes sénateurs ont validé par leur silence la normalisation progressive de l'urgence comme mode de gouvernance. Et maintenant qu'ils réagissent enfin, ils le font avec une prudence qui suggère qu'ils ne comprennent toujours pas l'ampleur du problème, parce qu'ils traitent chaque urgence comme un cas isolé, nécessitant une réponse mesurée et calibrée, alors que le vrai problème est systémique. Le public, quant à lui, oscille entre deux erreurs symétriques. Certains voient dans chaque urgence une menace existentielle pour la démocratie, transformant chaque déclaration présidentielle en catastrophe constitutionnelle. D'autres considèrent l'ensemble comme du théâtre politique normal, rien de plus qu'une extension des batailles partisanes habituelles. Les deux camps ratent l'essentiel, que nous assistons à une transformation graduelle mais réelle de la présidence américaine où l'exception devient routine, où les mesures temporaires deviennent permanentes et où le Congrès perd progressivement sa capacité à dire non de manière crédible, non par coup d'État mais par accumulation de précédents que personne ne conteste suffisamment fort. Les pères fondateurs ont conçu un système où le président aurait des pouvoirs d'urgence limités mais réels. Ils comprenaient qu'en cas d'invasion étrangère ou de rébellion intérieure, l'exécutif devrait pouvoir agir rapidement sans attendre les délibérations parlementaires. Mais ils ont également conçu ces pouvoirs comme strictement temporaires, comme des déviations exceptionnelles du fonctionnement normal qui devraient toujours revenir à l'équilibre constitutionnel une fois la crise passée. Cette architecture suppose deux choses. Premièrement, que les urgences sont rares, qu'elles correspondent à des menaces réelles et imminentes plutôt qu'à des inconvénients politiques.
Deuxièmement, que le Congrès surveillera jalousement ces déclarations, prêt à les annuler si elles sont utilisées de manière abusive ou prolongées indûment. Or, ces deux suppositions ont été systématiquement violées au cours des dernières décennies. Les urgences sont devenues fréquentes, déclarées pour des raisons qui auraient semblé triviales aux générations précédentes, et le Congrès, au lieu de surveiller jalousement ces déclarations, les a généralement laissées passer sans contestation sérieuse. Le résultat est que nous avons maintenant un système où les pouvoirs d'urgence ne sont plus exceptionnels. Ils sont devenus un outil ordinaire de gouvernance, utilisé chaque fois qu'un président trouve le processus législatif trop lent ou trop incertain. Et cette normalisation transforme fondamentalement la nature de la présidence américaine. Car une fois que l'urgence devient routine, le président n'a plus besoin de convaincre le Congrès de la légitimité de ses actions. Il lui suffit de formuler une menace de manière suffisamment dramatique pour justifier l'invocation de pouvoirs exceptionnels. Et le Congrès, habitué à cette dynamique, finit par accepter que son rôle se limite à protester symboliquement sans jamais bloquer réellement. C'est exactement ce que les sénateurs républicains ont commencé à remettre en question. Lorsqu'ils votent sur la War Powers Resolution, lorsqu'ils questionnent l'urgence vénézuélienne, ils ne contestent pas simplement des décisions individuelles. Ils tentent de réaffirmer le principe que l'urgence doit rester exceptionnelle, que le président ne peut pas gouverner indéfiniment en contournant le processus législatif normal. Mais voici le problème. Ils le font de manière trop limitée, trop prudente, trop focalisée sur des cas individuels. Ils ne questionnent pas la logique systémique qui a permis cette accumulation d'urgence. Ils ne proposent pas de mécanismes nouveaux pour contraindre le président à justifier réellement chaque urgence devant un Congrès sceptique. Ils réagissent aux symptômes sans traiter la maladie sous-jacente. Et cette prudence excessive a une raison simple. Ils craignent d'être accusés de saboter leur propre président, de donner des munitions aux démocrates, de paraître déloyaux envers leur base électorale. Donc, ils avancent par petits pas, testant chaque réaction, mesurant chaque risque politique. Mais les institutions ne se préservent pas par petits pas prudents. Elles se préservent par des actions claires et déterminées, prises au moment où elles sont encore possibles sans crise majeure. Et c'est précisément ce que ces sénateurs n'osent pas faire. Il existe une transformation plus profonde dans la culture politique américaine qui explique à la fois l'accumulation des urgences présidentielles et l'hésitation parlementaire. Cette transformation concerne la manière dont les citoyens conçoivent désormais le leadership et l'efficacité gouvernementale. Pendant la majeure partie de l'histoire américaine, la lenteur institutionnelle était considérée comme un prix acceptable pour éviter la tyrannie. Les citoyens comprenaient intuitivement que si le gouvernement devait passer par de multiples étapes, consulter différentes branches, négocier des compromis, c'était précisément pour empêcher qu'un seul homme puisse imposer sa volonté sans contrainte. Cette compréhension s'est érodée sous la pression de plusieurs décennies de frustration envers des institutions perçues comme dysfonctionnelles. Le Congrès apparaît paralysé, incapable de résoudre les problèmes urgents, capturé par des intérêts particuliers. La bureaucratie semble sclérosée, résistante à toute réforme. Et dans ce contexte, l'idée d'un président capable de faire avancer les choses en contournant ces obstacles devient séduisante pour une large partie de l'électorat. Cette séduction traverse les lignes partisanes. Les démocrates ont applaudi lorsqu'Obama utilisait des décrets exécutifs pour contourner un Congrès républicain obstructionniste. Les républicains applaudissent maintenant lorsque Trump utilise des urgences pour contourner un Congrès qu'il juge trop lent. Dans les deux cas, la logique est la même. Les institutions ordinaires ne fonctionnent plus, donc il faut des mesures extraordinaires. Mais cette logique dissimule un danger mortel. Car une fois que l'on accepte que le président puisse contourner le Congrès au nom de l'efficacité, on perd tout moyen de limiter ce pouvoir. Qui décide quand l'urgence est réelle ? Qui détermine quand les institutions ordinaires ont échoué suffisamment pour justifier leur contournement ? Dans la pratique, c'est le président lui-même qui fait ces déterminations. Et à ce moment-là, nous n'avons plus de séparation des pouvoirs. Nous avons un exécutif qui se contrôle lui-même.
Cette transformation culturelle explique pourquoi les sénateurs républicains hésitent tant. Ils savent que s'ils limitent trop visiblement le président, ils seront accusés par leur propre base de faire le jeu des bureaucrates, de ralentir l'action nécessaire, de trahir le mandat électoral. Et cette accusation a du poids parce qu'elle correspond à une frustration réelle de millions d'électeurs envers des institutions qu'ils perçoivent comme corrompues et inefficaces. Mais ces électeurs ne comprennent pas, et personne ne leur explique clairement, que la lenteur institutionnelle n'est pas un bug, c'est une caractéristique, que les compromis ne sont pas des trahisons, mais la seule manière de gouverner une société pluraliste, que l'efficacité absolue du pouvoir exécutif n'est pas un idéal démocratique, mais une recette pour l'autoritarisme. Et tant que cette éducation civique ne sera pas restaurée, tant que les citoyens continueront de valoriser l'action rapide au détriment de la délibération prudente, les sénateurs auront peur de faire leur travail constitutionnel. Les sénateurs républicains se trouvent dans un dilemme stratégique qui illustre parfaitement comment les incitations à court terme peuvent détruire les intérêts institutionnels à long terme. D'un côté, ils comprennent que l'accumulation d'urgences présidentielles érode leurs propres prérogatives et transforme le Congrès en chambre d'enregistrement. De l'autre, ils savent que s'opposer trop ouvertement au président leur coûtera politiquement lors des prochaines primaires. Ce calcul n'est pas irrationnel. Les données électorales montrent clairement que les républicains qui s'opposent à Trump de manière visible perdent généralement leurs primaires. Les électeurs républicains veulent de la loyauté, pas de l'indépendance institutionnelle. Et pour un sénateur individuel, préserver son siège semble plus urgent que préserver les prérogatives abstraites du Congrès. Mais ce calcul rationnel au niveau individuel produit un résultat collectivement catastrophique. Car si chaque sénateur fait le même calcul, je vais attendre que quelqu'un d'autre prenne le risque de s'opposer, alors personne ne s'oppose jamais suffisamment fort. Et pendant ce temps, les précédents s'accumulent, les urgences se normalisent et le pouvoir présidentiel s'étend sans résistance effective. C'est exactement ce que nous voyons maintenant. Les sénateurs votent pour des résolutions symboliques qui affirment les prérogatives du Congrès, mais ils ne les rendent pas contraignantes. Ils questionnent les urgences en commission, mais ne les bloquent pas par la législation. Ils expriment des inquiétudes en privé, mais soutiennent publiquement le président sur l'essentiel. Cette stratégie leur permet de prétendre qu'ils défendent les institutions tout en minimisant leurs risques politiques personnels. Mais elle ne préserve rien du tout, car le président comprend parfaitement ce jeu. Il sait que tant que l'opposition reste symbolique, il peut continuer à accumuler des pouvoirs d'urgence sans conséquences réelles. Et c'est précisément pourquoi leur prudence excessive devient dangereuse, car il existe un moment dans l'érosion institutionnelle où les mesures graduelles cessent d'être efficaces, où seule une opposition claire et déterminée peut encore inverser la tendance. Et si ce moment passe parce que tout le monde a été trop prudent, alors l'érosion devient irréversible. Le piège des incitations fonctionne également dans l'autre sens, pour le président. Chaque urgence qu'il déclare renforce l'impression qu'il ne peut pas gouverner normalement. Chaque menace qu'il profère sans pouvoir la mettre à exécution révèle les limites de son pouvoir réel. Chaque fois qu'il doit contourner le Congrès, il prouve qu'il ne peut pas le convaincre. Donc, en cherchant à paraître fort par l'accumulation d'urgences, il finit par révéler sa faiblesse. Et cette faiblesse encourage les sénateurs à le défier davantage, créant un cercle vicieux où chaque déclaration d'urgence suscite plus de résistance, ce qui pousse à de nouvelles déclarations d'urgence encore plus dramatiques. C'est une dynamique instable qui ne peut pas se poursuivre indéfiniment. Soit les sénateurs finissent par s'affirmer clairement, forçant le président à revenir à des modes de gouvernance plus ordinaires, soit le président continue d'escalader jusqu'à provoquer une crise constitutionnelle ouverte que personne ne pourra ignorer. Mais la pire issue serait que cette situation instable se normalise, que nous nous habituions à un président qui gouverne par urgence permanente et à un Congrès qui proteste symboliquement sans jamais agir.
car à ce moment-là, nous aurions perdu la séparation des pouvoirs non par révolution, mais par attrition, par considérons l'urgence déclarée sur les actifs pétroliers vénézuéliens. Sur le papier, cette déclaration concerne la sécurité énergétique nationale. Le président affirme que permettre aux entreprises américaines d'exploiter ces ressources renforcera l'indépendance énergétique des États-Unis et créera des emplois. Mais examinons la réalité sous-jacente. Le Venezuela dispose effectivement de vastes réserves pétrolières, mais leur exploitation nécessiterait des années d'investissement massifs dans des infrastructures dégradées. Les bénéfices iraient principalement à de grandes entreprises multinationales, pas aux travailleurs américains ordinaires. Et surtout, il n'existe aucune menace imminente à la sécurité énergétique américaine qui justifierait de contourner le processus législatif normal. Donc pourquoi déclarer une urgence ? Parce que cela permet au président de prendre des mesures unilatérales sans négocier avec le Congrès. Parce que cela crée un récit dramatique de leadership décisif. Parce que cela distrait l'attention d'autres controverses plus embarrassantes. Et parce que, jusqu'à présent, ces déclarations n'ont entraîné aucun coup politique significatif. Mais voici ce que cette urgence révèle réellement. Que le président ne peut pas convaincre suffisamment de législateurs pour adopter sa politique énergétique par les voies ordinaires, qu'il préfère contourner le débat démocratique plutôt que d'y participer, et que son leadership repose sur la proclamation spectaculaire plutôt que sur la construction patiente de coalitions. Les sénateurs républicains le comprennent. Certains ont exprimé en privé leur scepticisme sur la nécessité de cette urgence. Mais publiquement, la plupart se sont contentés de hausser les épaules. Pas assez important pour risquer une confrontation ouverte. Juste une urgence de plus dans une longue série. Et c'est précisément cette attitude qui est dangereuse, car chaque urgence laissée passer sans contestation sérieuse devient un précédent, et l'accumulation de ces précédents transforme progressivement la nature de la présidence américaine. Imaginons que les sénateurs républicains aient décidé de traiter cette urgence différemment, qu'ils aient tenu des auditions approfondies exigeant que l'administration prouve l'existence d'une menace imminente, qu'ils aient voté une résolution annulant l'urgence, forçant le président soit à négocier une législation ordinaire, soit à utiliser son veto, qu'ils aient clairement signalé que l'urgence ne serait plus acceptée comme substitut au processus législatif normal. Cette approche aurait comporté des risques politiques, le président les aurait attaqués publiquement, certains électeurs républicains auraient été mécontents, mais elle aurait également rétabli un principe fondamental que le Congrès décide quand il y a urgence, pas seulement le président. Leur refus de prendre ce risque ne reflète pas la lâcheté personnelle. Il reflète un calcul rationnel dans un système d'incitation déformé. Mais ce calcul rationnel répété assez souvent finira par détruire l'institution même qu'ils sont censés protéger. Et c'est pourquoi leur prudence excessive est presque aussi dangereuse que l'accumulation présidentielle d'urgence. Les deux dynamiques se renforcent mutuellement, créant une spirale descendante dont personne ne semble capable de s'extraire. Ce que nous risquons n'est ni une dictature ouverte, ni un retour simple au statu quo ante. C'est quelque chose de plus subtil et peut-être plus durable, une transformation graduelle où l'équilibre constitutionnel bascule de manière irréversible vers l'exécutif, non par intention malveillante, mais par accumulation de petites capitulations. Les accidents constitutionnels arrivent lorsque plusieurs tendances se renforcent mutuellement sans que personne ne veuille vraiment le résultat final. Un président qui découvre que les urgences fonctionnent politiquement continue d'en déclarer. Un Congrès qui craint les coups politiques de l'opposition laisse passer chaque urgence individuellement. Les médias traitent chaque nouvelle urgence comme du spectacle plutôt que comme une question institutionnelle sérieuse. Et progressivement, sans décision consciente de personne, le système se transforme. Le risque spécifique que nous courons maintenant est que cette période de transition, où les urgences sont devenues fréquentes, mais pas encore totalement normalisées, où le Congrès résiste symboliquement, mais pas effectivement,
se solidifie en nouveau statu quo, que dans 10 ans, les présidents des deux partis gouvernent routinièrement par urgence et que personne ne se souvienne même qu'il existait autrefois une différence entre gouvernance ordinaire et gouvernance d'exception. Ce risque est aggravé par le fait que les deux partis commettent des erreurs stratégiques. Le président affaiblit sa propre position en multipliant les urgences, mais il ne semble pas le comprendre. Les sénateurs républicains voient le problème, mais n'osent pas le confronter de manière décisive. Et pendant ce temps, les précédents s'accumulent. Il existe également un risque plus immédiat, qu'une urgence déclarée pour des raisons politiques finisse par créer une vraie crise que personne n'avait anticipée. Lorsqu'un président menace des alliés ou invoque des pouvoirs militaires pour des raisons essentiellement rhétoriques, il crée des dynamiques qu'il ne peut pas totalement contrôler. Les alliés recalculent leurs engagements. Les adversaires testent les limites. Et soudain, ce qui était censé être du théâtre politique devient une confrontation réelle avec des conséquences imprévisibles. Les sénateurs républicains semblent particulièrement conscients de ce risque concernant les menaces militaires. C'est pourquoi ils ont voté sur la War Powers Resolution. Mais même là, leur réponse reste insuffisante. Une résolution qui rappelle les limites constitutionnelles est utile, mais elle ne change rien si elle n'est pas accompagnée d'une volonté réelle de bloquer les actions présidentielles qui violent ces limites. Et le risque d'accident est maximal lorsque tout le monde suppose que quelqu'un d'autre interviendra pour empêcher le pire. Les sénateurs supposent que leurs collègues agiront si les choses deviennent vraiment graves. Le président suppose que le Congrès le stoppera s'il va trop loin. Et chacun continue donc à pousser un peu plus loin, testant les limites, jusqu'au moment où ces limites cèdent de manière inattendue. C'est ainsi que les démocraties connaissent des accidents constitutionnels, non par complot, mais par convergence de calculs rationnels individuels qui produisent un résultat collectif que personne ne voulait vraiment. Je ne fais pas de prédiction, mais je peux identifier 3 trajectoires plausibles en fonction de la manière dont les acteurs principaux résolvent leurs dilemmes stratégiques actuels. La première trajectoire est la restauration mesurée. Dans ce scénario, les sénateurs républicains surmontent leur peur du coup politique à court terme et imposent des limites claires aux urgences présidentielles. Ils ne bloquent pas tout, mais ils établissent des procédures strictes, auditions obligatoires, votes réguliers de renouvellement, exigence de preuves documentées pour chaque urgence. Et progressivement, le président comprend qu'il ne peut plus contourner le Congrès à volonté, qu'il doit revenir à des modes de gouvernance plus ordinaires. Cette trajectoire exige du courage politique de la part des sénateurs, mais elle est possible, car une fois que quelques-uns prennent le risque de s'opposer et survivent politiquement, d'autres suivent. Le courage, comme la lâcheté, peut être contagieux. Et il existe des signes que certains sénateurs sont prêts à prendre ce risque, particulièrement sur les questions de guerre et de paix, où les conséquences sont trop graves pour être ignorées. La deuxième trajectoire est la normalisation graduelle. Dans ce scénario, le statu quo actuel se solidifie. Le président continue de déclarer des urgences, mais avec un peu plus de prudence, évitant les cas les plus outrageusement injustifiés. Les sénateurs continuent de protester symboliquement, votant occasionnellement des résolutions qui affirment leurs prérogatives sans les rendre contraignantes. Les médias et le public s'habituent à cette nouvelle normale. Dans 20 ans, les étudiants en sciences politiques apprendront que la présidence américaine au début du XXIe siècle a subi une transformation significative, passant d'un exécutif fortement contraint par le Congrès à un exécutif qui gouverne largement par urgence et décret. Cette transformation ne sera pas attribuée à un président particulier, mais à une évolution systémique que personne n'a vraiment voulu, mais que personne n'a su empêcher. Cette trajectoire est probablement la plus probable. Elle ne demande de courage particulier à personne. Elle demande juste que tout le monde continue à faire ce qu'il fait déjà. La troisième trajectoire est la surréaction correctrice.
Dans ce scénario frustré par l'accumulation continue d'urgences, le Congrès finit par surréagir, imposant des restrictions si sévères que le président ne peut plus répondre efficacement même aux vraies urgences. Ou inversement, le président, confronté à une résistance croissante, pousse si fort qu'il provoque une crise constitutionnelle ouverte nécessitant l'intervention de la Cour suprême. Cette trajectoire produirait une clarification, mais à un coût élevé en termes de fonctionnement gouvernemental et de confiance institutionnelle. Elle transformerait ce qui est actuellement une érosion graduelle en conflit ouvert, forçant des résolutions explicites de questions que le système préfère généralement gérer par ambiguïté et compromis. Je ne peux pas prédire laquelle de ces trajectoires se matérialisera, mais je peux dire avec certitude que le statu quo actuel, un président qui s'affaiblit en accumulant des urgences et des sénateurs qui hésitent au moment où l'action devient nécessaire, ne peut pas durer indéfiniment. Quelque chose devra céder dans un sens ou dans l'autre. Je ne prétends pas offrir de solution simple à un dilemme qui résiste à la simplicité, mais je peux identifier clairement le problème. Nous sommes coincés dans un équilibre institutionnel dysfonctionnel où les deux parties principales commettent des erreurs stratégiques qui se renforcent mutuellement. Le président affaiblit sa propre position en multipliant les urgences, révélant ainsi son incapacité à gouverner par les voies ordinaires. Mais il ne semble pas comprendre que chaque nouvelle urgence le rend plus vulnérable, plus dépendant de mesures exceptionnelles et moins capable de construire le soutien législatif durable dont tout président a finalement besoin. Les sénateurs républicains voient le problème avec une clarté croissante. Ils comprennent que l'accumulation d'urgences érode leurs propres prérogatives et transforme la présidence américaine de manière potentiellement irréversible. Mais leur prudence excessive, leur refus de confronter le problème de manière décisive par peur du coup politique à court terme, permet à l'érosion de continuer. Et pendant ce temps, les institutions perdent. La séparation des pouvoirs s'affaiblit, non par coup d'État, mais par attrition. L'équilibre constitutionnel bascule graduellement vers l'exécutif, et les citoyens s'habituent à l'idée qu'un président doit pouvoir agir rapidement et unilatéralement, perdant ainsi la compréhension culturelle de pourquoi les contraintes institutionnelles existent. Ma conviction, fondée sur l'observation des mécanismes institutionnels plutôt que sur l'optimisme ou le pessimisme, est que nous approchons d'un point de bifurcation, que cette période de transition ne peut pas durer beaucoup plus longtemps sans résolution dans un sens ou dans l'autre. Soit les sénateurs républicains trouveront le courage de leurs convictions institutionnelles et imposeront des limites réelles aux urgences présidentielles, acceptant le coup politique à court terme pour préserver les prérogatives du Congrès à long terme. Soit ils continueront d'hésiter et dans 10 ans, nous vivrons dans un système où la présidence impériale est devenue la norme acceptée. Les deux issues sont possibles. Aucune n'est inévitable. Tout dépend de choix humains qui n'ont pas encore été faits, mais ces choix devront être faits bientôt, car les fenêtres d'opportunité institutionnelles ne restent pas ouvertes indéfiniment. Et c'est pourquoi ce moment compte plus que le théâtre politique quotidien ne le suggère. Non pas à cause de tel ou tel président, non pas à cause de telle ou telle urgence spécifique, mais parce que nous décidons actuellement, par nos actions ou nos inactions, quelle sera la nature de la présidence américaine pour les générations futures. Les pères fondateurs ont créé un système d'équilibre des pouvoirs parce qu'ils ne faisaient pas confiance à la vertu individuelle des dirigeants. Ils supposaient que les hommes de pouvoir chercheraient toujours à accumuler plus de pouvoir. Et ils ont donc construit des mécanismes institutionnels pour contraindre cette ambition naturelle. Ces mécanismes ne fonctionnent que si les gens qui les incarnent acceptent de les défendre, même lorsque c'est politiquement inconfortable. Et c'est précisément le test que traversent actuellement les sénateurs républicains. Non pas un test de leurs convictions idéologiques, mais un test de leur volonté de préserver les institutions qu'ils sont censés incarner. L'histoire jugera leur réponse à ce test, et elle jugera également notre propre réponse en tant que citoyens. Car les institutions démocratiques ne se préservent pas toutes seules.
Elles dépendent de la vigilance, de l'engagement et parfois du courage de gens ordinaires qui acceptent de défendre des principes, même lorsque c'est plus facile de regarder ailleurs.